Corsicana, Texas, 1991. Trois petites filles meurent dans un incendie. Leur père, Cameron Todd Willingham, survit. Il pleure, il crie, il supplie à l'aide. Mais peu après, ce même homme sera accusé d'avoir provoqué l'incendie qui a tué ses filles. Il sera jugé, condamné et exécuté pour cela. Et alors commenceront les questions qui résonnent encore 2 décennies plus tard. Était-il vraiment coupable? Ou le Texas a-t-il exécuté un homme innocent sur la base d'une science obsolète, de préjugés sociaux et d'un besoin de clore une affaire douloureuse? Voici l'affaire de Cameron Todd Willingham, une affaire qui ne se termine pas par un verdict, mais commence par une exécution. 2 jours avant Noël 1991, l'hiver à Corsicana, Texas, fut marqué par une tragédie qui glaça le sang de la petite communauté. Un incendie vorace, implacable, dévora une modeste maison en bois de plain-pied. Y vivaient Cameron Todd Willingham, sa jeune épouse Stacy Quickendall et leurs 3 petites filles, dont les rires et les jeux remplissaient les espaces de ce foyer humble. Cameron Todd Willingham, le père, réussit à s'échapper des flammes. Il sortit de la maison avec à peine une égratignure, un fait qui, dans l'horreur de la situation, commença à semer les premières graines du soupçon dans l'esprit des enquêteurs et des voisins. Comment était-il possible qu'un homme sorte indemne d'un enfer qui consumait tout sur son passage? À ce moment fatidique, Stacy Quickendall, âgée de seulement 22 ans, n'était pas à la maison. La jeune mère était partie accomplir une tâche révélatrice de la dure réalité économique de la famille. Elle achetait des cadeaux dans un magasin de charité. Il n'avait pas d'argent pour les fêtes, et Stacy cherchait désespérément une façon d'apporter un peu de joie de Noël à ses petites. Une absence qui allait la sauver des flammes, mais la condamner à une vie de douleur incalculable. À l'intérieur de la maison, piégées par la fumée épaisse et les flammes dévorantes, les 3 fillettes périrent. Amber, âgée de seulement 2 ans, et les jumelles, Carmon et Cameron, à peine 1 an, moururent asphyxiées par la fumée, leurs petites vies éteintes avant même d'avoir pu comprendre le monde qui les entourait. L'innocence de leur âge s'est heurtée à la brutalité du feu, laissant un vide qu'aucune explication ni condamnation ne pouvait combler. L'incendie de Corsicana ne fut pas seulement une tragédie accidentelle. Il devint rapidement l'épicentre d'une enquête pour homicide. La vitesse et l'intensité du feu, combinées à l'apparente absence de blessures de Willingham, poussèrent les autorités à soupçonner que l'incendie avait été volontaire et qu'il en était responsable. La perte de ses filles, la douleur de Noël ruinée et le soupçon que le père lui-même était le meurtrier allèrent créer une affaire qui, des années plus tard, continuerait de résonner comme l'une des plus controversées de l'histoire de la peine de mort au Texas. L'image de 3 petites filles, enveloppées dans la fumée et les flammes de ce qui devait être leur foyer sûr, allait devenir le moteur d'une implacable quête de justice, ou de ce qui fut interprété comme tel. Le chef des pompiers de Corsicana, Douglas Fogg, et l'inspecteur des incendies Manuel Vasquez examinèrent les lieux avec des outils rudimentaires. Leur conclusion? L'incendie était volontaire. Ils détectèrent des marques de brûlures irrégulières sur le sol et les murs, connues sous le nom de marques en V, traditionnellement interprétées comme signe de présence d'accélérants. De plus, ils observèrent que certaines zones du sol semblaient avoir été plus profondément brûlées, ce qu'ils interprétèrent comme une indication qu'un liquide inflammable avait été utilisé. Aucun appareil électrique défectueux ni cause accidentelle évidente ne fut trouvé. Selon eux, quelqu'un avait allumé le feu, intentionnellement. Cameron Todd Willingham fut arrêté quelques jours plus tard. Né en 1968, Cameron grandit au Texas, avec une enfance marquée par l'absence de sa mère biologique et une relation difficile avec sa belle-mère. Très jeune, il fit preuve de rébellion. Il commit des petits vols, eut des problèmes avec l'autorité et à l'adolescence, fut arrêté pour vandalisme. Dans sa jeunesse, il rencontra Stacy Quickendall. Ils eurent une relation tumultueuse, disputes, séparation, réconciliation. Mais ils se marièrent et fondèrent une famille. Cameron travaillait de manière occasionnelle dans de petits boulots, portait des tatouages de crâne, écoutait du heavy metal. Il n'était pas le père idéal que beaucoup espèrent. Mais il n'y avait pas non plus de précédent de violence domestique ou d'abus envers ses filles. Dans une reconstitution émotionnelle fictive basée sur des récits généraux, on peut lire
Une voisine, des années plus tard, se souvint d'avoir vu Cameron pousser une poussette double dans la rue. Elles étaient toujours là, les trois, enveloppées dans des couvertures. Il ne ressemblait pas à un monstre, il ressemblait à un papa fatigué. Aux yeux du système judiciaire texan, Cameron était le candidat parfait pour correspondre au profil d'un meurtrier. Son style de vie, ses tatouages, son goût pour la musique métal, son passé judiciaire, quoique mineur, et la perception générale selon laquelle il ne réagissait pas comme un père devrait réagir, firent de lui une cible de soupçons. Dans une petite communauté conservatrice comme Corsicana, un homme qui ne se montrait pas effondré en public, qui ne pleurait pas devant les caméras et qui avait un casier devenait immédiatement une figure suspecte, même avant qu'une accusation officielle ne soit formulée. Ce qui se passa ensuite fut aussi rapide qu'inquiétant. L'analyse de la scène de l'incendie, fondée sur des méthodes aujourd'hui considérées comme obsolètes, devint la base fondamentale de l'accusation. Le procureur présenta les rapports médico-légaux comme une preuve irréfutable d'un incendie volontaire en citant des marques sur le sol, les prétendus points d'accélération et des motifs qui, à l'époque, étaient interprétés comme des signes clairs d'utilisation de liquide inflammable. Bien qu'aucun résidu de carburant ne fût retrouvé, ni dans la maison ni sur les vêtements de Willingham, le rapport des pompiers fut traité comme parole d'évangile. Il n'y eut aucune contre-expertise, aucun doute admis, juste une voie à sens unique, de la tragédie à la punition. Le procès fut bref, percutant et profondément marqué par l'émotion. Le ministère public présenta Cameron comme un homme froid, indifférent, qui préférait poursuivre sa vie sans les responsabilités de la paternité. Ils utilisèrent son style de vie comme une arme. Sa passion pour Iron Maiden fut présentée comme une preuve indirecte d'un esprit sombre. Ses tatouages furent évoqués comme s'ils constituaient des preuves de caractère, et non de simples choix esthétiques. On souligna même le fait qu'il ne s'était pas effondré pendant les funérailles comme une preuve d'insensibilité. Mais la pièce la plus accablante contre lui ne vint ni des pompiers, ni des procureurs. Elle vint d'un autre détenu. Johnny Webb, un homme qui partageait une cellule avec Willingham, déclara que Cameron lui avait avoué le crime. Il n'y eut ni enregistrement, ni preuve physique, ni témoin corroborant, juste sa parole. Des années plus tard, Webb avouerait qu'il avait menti sous pression et que le procureur lui avait promis des avantages juridiques et financiers en échange de son témoignage. Mais à ce moment-là, à ce procès-là, sa version fut prise comme une révélation. Et cela suffit. La confession de James Chance Webb, des années après l'exécution de Cameron Todd Willingham au Texas, résonne comme un cri dans le vide, une tache indélébile dans les dossiers de la justice américaine. Ces mots, « Je ne voulais pas voir Willingham envoyé dans le couloir de la mort et mourir pour quelque chose que je savais pertinemment être un mensonge. J'ai menti sur lui parce que John Jackson m'y a forcé », ne sont pas seulement une révélation. Ce sont une accusation directe contre un système qui a privilégié la condamnation à la vérité, avec des conséquences dévastatrices. Webb, dans une interview accordée à The Marshall Project, une organisation qui lutte activement contre la peine de mort et met en lumière les failles du système judiciaire, a dévoilé la dure réalité de sa collaboration. « J'ai cédé à la pression, chose que je n'aurais pas dû faire. À la fin, ils m'ont dit « Soit tu prends perpétuité, soit tu témoignes. » Cet aveu ne révèle pas seulement la coercition qu'il a subie, mais expose également les tactiques douteuses employées par le parquet pour obtenir une condamnation à mort. John Jackson, le procureur de l'affaire, semble avoir été la figure centrale de cette manipulation, exerçant une pression immense sur un témoin vulnérable pour obtenir le témoignage voulu, sans se soucier de sa véracité. Ce qu'il y a de plus alarmant dans cette confession, c'est la révélation que la défense de Willingham n'a jamais été informée de l'accord entre le parquet et le témoin. Cette omission délibérée n'est pas un simple oubli. C'est une violation flagrante des droits au procès équitable. Une telle information est cruciale pour la défense, car elle permet de remettre en question la crédibilité du témoin et de révéler ses éventuelles motivations cachées. En dissimulant cet accord, on a privé Willingham d'une défense juste et efficace, un pilier fondamental de tout système judiciaire digne de ce nom. L'affaire de Cameron Todd Willingham est un sombre rappel des dangers inhérents à la peine de mort et des conséquences irréversibles d'un système judiciaire défaillant. Son histoire, marquée par l'accusation d'avoir incendié sa propre maison en 1991, entraînant la mort de ses 3 petites filles,
a toujours été entouré de controverses. Malgré les doutes croissants sur les preuves issues de la science médico-légale utilisées pour déterminer la cause de l'incendie, malgré les appels répétés et les voix appelant à une révision, Willingham fut exécuté en 2004. La confession de Webb jette désormais une lumière encore plus sombre sur cette affaire tragique. Elle ne suggère pas seulement qu'un homme innocent a pu être exécuté, mais elle met aussi en lumière comment l'ambition d'obtenir une condamnation à mort peut conduire à la manipulation des preuves et des témoignages. La pression exercée sur les témoins, la dissimulation d'informations vitales et la possible négligence dans la révision des éléments scientifiques sont des défaillances systémiques qui exigent une réforme urgente. Ce témoignage relance le débat sur la faillibilité de la peine de mort et la nécessité d'une vigilance extrême à chaque étape du processus judiciaire, surtout lorsqu'il y a des vies en jeu. Car dans l'obscurité du couloir de la mort, l'écho d'un mensonge peut faire taire la vérité à jamais. La défense, quant à elle, disposait de peu de ressources. Elle ne bénéficiait pas d'experts pour contester les rapports des pompiers. Elle n'avait pas les moyens de remettre en cause la validité scientifique de l'analyse. Et elle ne parvint pas non plus à convaincre le jury que, même si Cameron n'était pas un modèle de vertu, cela ne faisait pas de lui un assassin. En à peine 3 jours de délibération, Cameron Todd Willingham fut déclaré coupable de triple homicide et d'incendie volontaire. La peine, mort. Après le verdict, il fut envoyé dans le couloir de la mort à la prison de Huntsville, où il passa plus d'une décennie. Durant toutes ces années, Cameron maintint son innocence. Il écrivit des lettres, demanda la révision de son dossier et nia toute responsabilité dans la mort de ses filles. Au fil du temps, sa figure s'effaçait de l'intérêt public, sauf pour quelques mentions ponctuelles dans la presse locale. Son exécution fut programmée pour le 17 février 2004. Ce jour-là, Cameron fut conduit dans la chambre d'exécution. On lui offrit la possibilité d'avouer et de recevoir un sursis ou une commutation de peine. Il refusa. Ses derniers mots, adressés à son ex-femme, avec qui il avait eu une relation tendue et douloureuse, furent empreints de colère, de frustration et de désespoir. Il dit espérer que ceux qui l'avaient accusé à tort porteraient cela sur leur conscience. Quelques minutes plus tard, il fut exécuté par injection létale. La cause officielle de sa mort, justice rendue. Mais ce verdict, cette certitude, allait commencer à s'effondrer plus rapidement que ce que les autorités avaient anticipé. La phase de pénalisation dans un procès pour homicide est sans doute la plus déterminante. C'est le moment où l'on décide si une vie sera épargnée ou supprimée par la main de l'État. Dans le procès de Cameron Todd Willingham, cette étape devint un théâtre d'accusations féroces et de experts, dont les témoignages, des années plus tard, se révéleraient profondément problématiques, semant encore plus de doutes sur la légitimité de sa condamnation à mort. Pendant cette période cruciale, un procureur, avec une conviction proche de la théâtralité, attira l'attention du jury sur les tatouages de Willingham. Il se concentra notamment sur un tatouage représentant un crâne et un serpent, une image qui, selon sa rhétorique, correspondait au profil d'un sociopathe. Dans une salle d'audience où l'impact visuel et les théories pseudo-scientifiques pouvaient avoir un poids disproportionné, cette affirmation visait à ancrer l'image de Willingham non seulement comme un meurtrier, mais comme une incarnation du mal. Pour renforcer cette théorie, le procureur fit appel à 2 experts médicaux qui, supposément, confirmèrent la nature dangereuse de Willingham. Le premier de ces experts était un psychologue. Pourtant, sa crédibilité dans le domaine du comportement sociopathique était au mieux douteuse. Il n'avait publié aucune recherche pertinente sur le sujet, et sa seule qualification était une maîtrise en affaires matrimoniales et familiales, un domaine bien éloigné de la psychiatrie médico-légale ou de la criminologie spécialisée. On demanda à cet expert d'interpréter des éléments qui, pour tout esprit rationnel, étaient dénués de pertinence clinique pour un diagnostic de sociopathie. On lui montra une affiche du groupe de heavy metal Iron Maiden que possédait Willingham. L'image, un point frappant un crâne, fut présentée par le psychologue comme une preuve irréfutable. Cela signifiait la violence et la mort, déclara-t-il, dans une interprétation simpliste et alarmiste. Encore plus invraisemblable fut son analyse d'une affiche de Led Zeppelin représentant un ange déchu. Selon lui, cette image était bien souvent un indicateur d'activité de type culturel, une affirmation vague et sans fondement scientifique, qui ne faisait que tisser une narration de noirceur autour de Willingham. Le jury, sans bénéficier d'une compréhension plus approfondie de la psychologie médico-légale,
put avoir pris ces interprétations comme des preuves solides de la dangerosité de l'accusé. Mais le témoignage le plus glaçant vint de l'autre expert médical, le psychiatre James Grigson. Connu sous le surnom glaçant de Dr. Death, Docteur la mort, Grigson s'était forgé une sinistre réputation par ses témoignages répétés comme expert lors de procès pour meurtre dans tout l'État du Texas, où il recommandait presque systématiquement la peine de mort. Dans le cas de Willingham, Grigson n'hésita pas à affirmer qu'un homme ayant les antécédents criminels de l'accusé était un sociopathe extrêmement sévère, et, plus encore, qu'il était incurable. Son témoignage ne fit pas seulement sceller le destin de Willingham aux yeux du jury, mais il élimina toute chance de réhabilitation ou d'un emprisonnement à vie. L'ombre de la controverse suivit Grigson jusqu'à la fin de sa vie. Avant sa mort, il fut expulsé de l'Association américaine de psychiatrie, APA, et de la Société des médecins psychiatres du Texas pour comportement non éthique. L'APA fut explicite dans ses motifs. Grigson avait violé le code de déontologie de l'organisation en posant un diagnostic psychiatrique sans avoir examiné au préalable les individus concernés, et en affirmant, tout en témoignant au tribunal comme expert, qu'il pouvait prédire avec 100% de certitude que les individus commettraient des actes violents à l'avenir. Ce détail est crucial. Grigson, le Dr. Death, qui, grâce à son autorité et au poids de son titre, avait envoyé d'innombrables hommes dans le couloir de la mort, y compris Willingham, fondait ses diagnostics sur des évaluations superficielles ou inexistantes et se vantait d'une certitude prédictive que la science psychiatrique rejette catégoriquement. L'éthique professionnelle d'un psychiatre interdit de diagnostiquer sans examen direct et à plus forte raison de prédire le comportement futur avec une certitude de 100%. Le témoignage de Grigson et celui du psychologue aux qualifications douteuses ne furent pas seulement une pièce de plus dans le puzzle du procès de Willingham. Ils furent un facteur déterminant dans la phase de pénalisation. La manipulation de la science et la présentation d'experts aux intentions claires, ajoutées à la confession ultérieure de James Chance Webb, dressent un tableau désolant d'un système judiciaire qui, dans sa volonté de condamner, s'est dangereusement écarté du chemin de la justice et de la vérité. L'histoire de Cameron Todd Willingham et la science douteuse qui a contribué à le condamner reste un rappel sombre des dangers de la peine de mort et de la fragilité de la vérité dans un tribunal. Moins d'un an après l'exécution, un chimiste renommé du nom de Gerald Hurst, expert en analyse des incendies, reçut les documents de l'affaire. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Selon Hurst, aucun des soi-disant indices d'un incendie criminel n'était scientifiquement valide. Les marques au sol, les formes en V sur les murs, les schémas de brûlure, tous pouvaient s'expliquer facilement par le phénomène connu sous le nom de flashover, un événement dans lequel un incendie, après avoir atteint une certaine température, consume l'oxygène ambiant et se propage violemment dans toutes les directions. Ce qui auparavant était interprété comme la preuve de foyers multiples ou d'usage d'accélérants n'était en réalité que le comportement naturel du feu dans un espace clos. Le rapport de Hurst fut catégorique. Il le remit à l'équipe de défense ainsi qu'aux autorités du Texas quelques semaines avant l'exécution. Pourtant, il n'y eut aucune réponse, aucune révision, aucun sursis, aucun appel d'urgence. L'horloge poursuivit sa course et Cameron fut exécuté sans que les nouvelles découvertes ne soient examinées. Après l'exécution, le rapport de Hurst commença à circuler parmi les universitaires, les journalistes et les défenseurs des droits humains. La communauté scientifique se mit à revoir le dossier avec attention. Ce qu'ils découvrirent fut encore plus alarmant. Les méthodes utilisées par les pompiers de Corsicana en 1991 étaient représentatives d'une pratique médico-légale répandue dans tout le pays. Autrement dit, Cameron n'était peut-être pas la seule victime d'une erreur. Il y avait des centaines, voire des milliers, de cas où les mêmes critères défectueux avaient été appliqués. Au fur et à mesure que l'affaire attira l'attention au-delà du Texas, des journalistes d'investigation commencèrent à relier des éléments qui, à l'époque, paraissaient sans lien. L'un d'eux fut le célèbre écrivain David Grann, qui, après une longue enquête, publia en 2009 un article dans The New Yorker intitulé « Trial by Fire », jugé par le feu. Le reportage fut dévastateur. Avec une prose aussi acérée que méticuleuse, Grann exposa chaque point faible de l'affaire, l'absence de preuves physiques, la science médico-légale erronée, le témoignage manipulé du détenu et surtout
l'indifférence du système face à la possibilité d'une erreur. Gran ne présenta pas seulement l'affaire comme une tragédie juridique, mais comme un dilemme moral. Son article fut lu par des millions de personnes, débattu dans des universités, cité au Congrès américain, et il devint rapidement l'un des documents journalistiques les plus influents sur la peine de mort dans l'histoire moderne du pays. À travers son enquête, le visage de Willingham passa de celui d'un présumé monstre à celui d'un symbole représentant tous ceux qui auraient pu être exécutés à tort. Ce qui rendit l'article de Gran particulièrement percutant, ce fut sa capacité à montrer les nuances. Il ne présentait pas Willingham comme un saint ni comme une victime absolue. Il montrait son humanité. C'était un homme avec des défauts, un passé complexe, certes, mais aussi des doutes raisonnables en sa faveur. L'histoire cessa d'être simplement une question de justice ou d'injustice et devint une réflexion sur ce que signifie punir sans être absolument certain. Et c'est là que commença la deuxième phase du scandale, la réponse de l'État. Le gouverneur du Texas de l'époque, Rick Perry, fut l'une des figures les plus durement pointées du doigt après la publication de l'article et la diffusion du rapport Hearst. On révéla que le document d'analyse scientifique était parvenu jusqu'à lui avant l'exécution et qu'il avait choisi de ne pas intervenir. Lorsqu'une commission médico-légale indépendante fut créée pour analyser l'affaire et déterminer si l'État avait exécuté un innocent, Perry prit une décision que beaucoup considérèrent comme une tentative d'étouffement. Il remplaça brusquement plusieurs membres de la commission juste avant qu'ils ne commencent à délibérer. L'acte fut perçu comme une tentative claire de bloquer la révision du dossier. La pression médiatique monta en flèche. Des organisations de défense des droits humains, des universitaires et des citoyens exigèrent une révision officielle du dossier. Mais le système judiciaire texan resta inflexible. La sentence ne fut jamais annulée. Le registre d'exécution ne fut jamais modifié. Aucune erreur ne fut jamais reconnue. À ce jour, Cameron Todd Willingham figure toujours officiellement comme un criminel condamné et exécuté pour le meurtre de ses 3 filles. Le plus tragique dans cette affaire n'est pas seulement l'erreur judiciaire, mais ce qui a suivi. Le refus institutionnel d'admettre la possibilité d'une faute. La machine de justice fonctionnant comme un train sans frein où corriger une erreur coûte plus cher que maintenir un mensonge. Et pourtant, l'exécution de Willingham n'eut pas lieu au XIXe siècle. Ce ne fut pas un lynchage spontané dans un village sans loi. Ce fut le résultat d'un processus formel, légal, au XXIe siècle, avec tribunaux, avocats, jurés et scientifiques. Et pourtant, selon de nombreux experts, l'État a tué un homme innocent. Ce qui vient ensuite est encore plus douloureux. En examinant le schéma de l'affaire Willingham, d'autres condamnations furent passées au crible. Des affaires similaires, avec des méthodes médico-légales analogues, commencèrent à susciter des soupçons. Dans nombre d'entre elles, les condamnés étaient également déjà morts. Il n'y avait plus de justice à rendre, seulement de la mémoire, et une culpabilité collective. Dans le système juridique américain, l'un des piliers fondamentaux est le concept de certitude au-delà de tout doute raisonnable. Mais l'affaire Willingham a démontré que le doute raisonnable n'a pas toujours sa place là où il devrait. Lorsque la narration émotionnelle, la pression médiatique et les préjugés sociaux s'imposent, ce doute se désintègre. Il devient du bruit, un obstacle, quelque chose qu'il faut ignorer pour que la machine fonctionne sans heurts. Et dans ce cas, cette machine ne s'est arrêtée que lorsqu'une injection létale a fait son effet. Au cœur de l'affaire se trouve la question que beaucoup préfèrent éviter. Si nous pouvons exécuter quelqu'un malgré tant d'indices d'erreur, combien d'autres ont été exécutés injustement sans que nous le sachions? L'affaire de Cameron fut visible parce qu'elle déclencha un débat, des rapports, des articles, une controverse publique. Mais qu'en est-il de ceux qui sont morts en silence? Combien de noms se sont perdus sous le poids de la bureaucratie judiciaire? Combien d'erreurs n'ont pas eu leur David Gran pour les révéler? Avec le temps, même les membres de la famille de Cameron commencèrent à parler plus fort. Sa belle-mère, sa cousine, d'anciens amis, tous témoignèrent publiquement qu'ils avaient toujours cru en son innocence. Ils soulignèrent qu'il n'y avait jamais eu de preuves réelles, seulement des suppositions et une narration construite autour de qui il était. Ils expliquèrent que ses lettres depuis la prison étaient lugubres, certes, mais aussi lucides. Qu'il parlait plus de la douleur d'avoir perdu ses filles que du procès lui-même. Qu'il ne montrait pas de haine, mais de l'incrédulité.
Dans l'une de ses dernières lettres, Willingham écrivit « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme du monstre qu'ils ont dit que j'étais. Je veux que quelqu'un, un jour, dise à haute voix que je ne l'ai pas fait. Pas pour me sauver, mais pour que mes filles ne soient pas rappelées comme les filles d'un meurtrier. Qu'on se souvienne d'elles comme ce qu'elles étaient, des enfants, juste des enfants. » La figure de Willingham devint, avec le temps, une sorte de spectre dans le débat national sur la peine de mort. Pour certains, il restait un assassin qui avait manipulé la compassion publique depuis sa cellule. Pour d'autres, il était le visage le plus clair de l'erreur irréversible. Ce qui est certain, c'est que, dans le débat public, son cas ne concernait plus seulement lui, mais tout le monde, le système, les limites de la justice. Ce que signifie réellement le mot « irrévocable ». L'affaire provoqua aussi de profondes divisions au sein des proches des victimes. L'ex-femme de Cameron, Stacey Kuykendall, resta ferme pendant des années sur sa position selon laquelle il était coupable. Elle déclara même publiquement qu'il lui avait avoué le crime lors d'une conversation privée. Pourtant, son témoignage était contradictoire. Dans des interviews antérieures, elle avait dit le contraire. Des changements de version, des déclarations croisées et des émotions accumulées formèrent un brouillard épais qui ne se dissipa jamais. À ce jour, Stacey soutient que Cameron a provoqué l'incendie. Mais sa déclaration, comme beaucoup d'autres éléments du dossier, n'est pas exempte de controverses. Des psychologues judiciaires, réels et fictifs, ont analysé pendant des années le profil émotionnel de Willingham et de ceux qui l'entouraient. Dans une reconstruction hypothétique, un expert pourrait conclure ceci. Un individu qui a perdu ses 3 filles dans un accident qu'il aurait lui-même provoqué de façon intentionnelle présenterait un comportement erratique, évasif, voire résigné. Mais Willingham n'a pas montré cela. Ce qu'il a montré, c'est une défense constante, ciblée, obsessionnelle pour laver son nom. Cela en soi ne l'innocente pas, mais l'éloigne des profils les plus communs de parricide. De même, si l'on observait l'affaire sous un angle juridique plus large, la question inévitable serait: pourquoi l'exécution n'a-t-elle pas été arrêtée alors qu'un rapport scientifique sérieux avait soulevé des doutes raisonnables? La réponse la plus fréquente et la plus troublante est simple. Parce que le système n'est pas conçu pour admettre les erreurs une fois que la machine est lancée. Dans de nombreux États américains, l'appel d'une condamnation à mort ne repose pas toujours sur la question de savoir si le condamné est innocent, mais sur celle de savoir si le processus a été techniquement correct. Et cela révèle une terrible contradiction. Quelqu'un peut être exécuté même s'il existe de sérieux doutes sur sa culpabilité, tant que la procédure légale a été respectée à la lettre. Dans le cas de Willingham, la procédure a bien été suivie. Il y a eu un procès, un jury, des appels. Mais ce qu'il n'y a pas eu, c'est une science fiable, ni une véritable révision des nouvelles preuves. Et cela, pour beaucoup, n'est pas la justice. C'est de la bureaucratie mortelle. L'impact culturel de l'affaire fut également significatif. Des films, des documentaires, des débats académiques et des pièces de théâtre s'inspirèrent de l'histoire. Mais au-delà de l'art et du journalisme, il y eut des conséquences législatives. Certains États commencèrent à réexaminer de vieilles affaires d'incendies mortels. Les pratiques médico-légales furent remises en question. Des commissions furent instaurées pour revoir les erreurs judiciaires possibles. Mais le changement, bien que réel, fut lent. Et il ne ressuscita pas les morts. L'un des éléments les plus glaçants de cette histoire est que, même aujourd'hui, beaucoup continuent de nier la possibilité de l'erreur. Ils soutiennent que Willingham était coupable, que la science ne change pas les faits, que le jury l'a vu, l'a entendu et a décidé. Mais d'autres, de plus en plus nombreux, comprennent qu'une condamnation ne suffit pas si le chemin qui y mène est vicié. Car lorsqu'il s'agit de la mort, la marge d'erreur devrait être nulle. L'histoire de Cameron Todd Willingham ne se termine pas avec sa mort. En de nombreux sens, elle a commencé juste après. Dans les mots des scientifiques qui le défendirent, dans les articles qui l'ont sorti de l'oubli, dans les militants qui en firent un symbole, et dans les questions qui restent sans réponse. C'est peut-être pour cela que cette affaire continue de faire mal. Pas seulement à cause des 3 fillettes mortes, qui n'auraient jamais dû être arrachées à la vie. Pas seulement à cause d'un procès qui aurait pu être erroné, mais parce que toute la tragédie aurait pu être double. Parce qu'il y a peut-être eu 4 vies perdues dans cet incendie, et non 3. Une vraie justice ne consiste pas seulement à punir les coupables. Elle consiste aussi, et surtout, à ne pas punir les innocents.
Et quand on exécute quelqu'un alors que subsistent des doutes, cette justice cesse d'être aveugle, pour devenir sourde. Dans l'une des dernières lignes écrites par Willingham depuis la prison, adressée à sa cousine, apparaît une phrase brève, simple, qui résume son désespoir. Si un jour la vérité est dite, qu'elle le soit pour elle. Qu'on ne se souvienne pas d'elles comme des filles de meurtriers, mais comme des filles qui méritèrent la justice. Cette justice, jusqu'à présent, n'est toujours pas arrivée.